Salut à tous et bienvenue sur Sprint Science. C'est la toute première vidéo de la chaîne et ici vous allez découvrir un contenu varié autour de plusieurs branches de la science et promis, vous allez très bien vous régaler. Pour cette première vidéo, on va plonger directement dans l'analyse et je vais vous montrer comment démontrer certaines propriétés des limites en utilisant la définition. L'objectif, c'est de vous familiariser avec les petites astuces et réflexes à avoir en tête pour réussir ce type de démonstration. Je vais commencer par un petit rappel concernant la définition de la limite. Donc ici, rappel. Dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L, c'est équivalent à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un delta strictement supérieur à 0, delta ou alpha c'est comme vous voulez, tel que quel que soit x dans un voisinage de x0, la valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à epsilon. Là, première chose que je vais souligner, c'est la signification géométrique d'une valeur absolue. Rappelez-vous que la valeur absolue d'un nombre représente une distance par rapport à la droite réelle. Et donc, par exemple, valeur absolue de x moins x0, ça correspond à la distance entre x et x0. De même ici, pour valeur absolue de f de x moins L, ça correspond à la distance entre f et L. Et du coup, la définition de la limite se lit en fait comme un jeu de distance. Dire que limite quand x tend vers x0, limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à L, c'est affirmer que chaque fois que l'on exige que f de x soit très proche de L, c'est-à-dire que la distance valeur absolue de f de x moins L soit inférieure à un certain seuil epsilon, on peut garantir cela en choisissant un x suffisamment proche de x0, autrement dit en imposant que la distance valeur absolue de x moins x0 soit plus petite qu'un certain delta. Ainsi, approcher x de x0 sur l'axe des abscisses entraîne automatiquement que f de x s'approche de L sur l'axe des ordonnées. Donc la définition formelle de la limite exprime donc simplement l'idée intuitive de la limite, qui est contrôler la distance horizontale valeur absolue de x moins x0, qui permet de contrôler la distance verticale valeur absolue de f de x moins L. Donc, maintenant, on va passer au premier résultat qu'on souhaite établir, et ça sera la limite d'une fonction affine. Pourquoi? Parce que c'est le résultat que je dirais comme étant le plus simple pour bien comprendre toutes les techniques et les méthodes qu'on emploie pour prouver une limite en utilisant la définition. Et donc ici, le résultat, ça sera limite quand x tend vers x0 de ax plus b est égal à ax0 plus b. A et b, des réels bien sûr. Du coup, on va commencer par très bien observer cette partie-là. Et on a ici, tout d'abord, on a ici, quel que soit epsilon, il existe delta. Du coup, ce epsilon-là, plutôt ce delta-là est lié en quelque sorte à epsilon.
Du coup, pour prouver cette implication-là, il faudra justement prouver l'existence de ce delta-là en trouvant le lien qui le lie à epsilon. Et justement, on va essayer d'écrire delta en fonction de epsilon. Je vais calculer cette valeur-là, qui est dans notre cas, ça sera ax plus b moins ax0 plus b. Les b ici, elles s'en vont. Du coup, je n'aurai plus que a facteur de x moins x0 qui est égal à la valeur absolue de a moins fois la valeur absolue de x moins x0. Et là, je tombe justement sur valeur absolue de x moins x0. Et pour établir ce lien entre epsilon et delta, je vais revenir à la ligne et dire soit epsilon positif. Il suffit de prendre delta est égal à epsilon sur valeur absolue de a. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura que valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta implique que la valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à epsilon sur a, sur valeur absolue de a, et ça, c'est égal à cette quantité-là qui est f de x moins L. Et c'est justement ce qu'on cherchait à démontrer. Et voilà. Petite remarque, j'aurais même pu prendre delta, non pas égal à epsilon sur valeur absolue de alpha, mais delta inférieur ou égal à epsilon sur valeur absolue de alpha. Et c'est plus général. Parce que là, si valeur absolue de x moins x0 est inférieure ou égale à delta, et bien delta là, il est majoré par epsilon sur valeur absolue de alpha. Et tout le raisonnement en bas restera vrai. Ça marche pour n'importe quelle valeur. J'aurais même pu prendre delta est égal à epsilon sur 2 fois la valeur absolue de alpha. C'est vrai. Donc c'est vrai pour n'importe quelle valeur inférieure ou égale à epsilon sur valeur absolue d'alpha. Maintenant, on peut passer à la deuxième proposition qui est la somme de deux limites finies en un point. Ça aussi, c'est un résultat qui est très important. Il nous permettra même de démontrer que la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc là, si je prends une fonction f de x qui admet pour limite en x0 L et une fonction g de x qui admet comme limite en x0 L', et bien la limite de la somme, ça sera L plus L'. Mes hypothèses en termes de
définition de la limite, ça sera quel que soit epsilon positif, il existe. Et là, il faut faire attention. Parce que dans la définition de la limite, on a quel que soit epsilon, il existe delta. Donc, ça sera pas forcément le même delta pour g de x. Et donc là, il faut distinguer entre les deux. Je vais prendre ici delta 1 supérieur à 0, tel que quel que soit x dans un voisinage de x0, valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta 1 implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieur ou égal à epsilon. Cela va de même pour g. Quel que soit epsilon positif, il existe delta 2 strictement supérieur à 0, tel que quel que soit x dans un voisinage de x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta 2 implique que la valeur absolue de g de x moins L' inférieur ou égal à epsilon. Donc là, je vais commencer par calculer le côté droit de ce que je souhaite démontrer. Je vais calculer la valeur absolue de g de x plus f de x moins L plus L'. Et je vais voir ce qui va se passer. Là, bien évidemment, l'idéal, c'est de regrouper f de x avec L et g de x avec L'. Et là, l'idéal, ça serait de séparer ces deux quantités-là. Pourquoi? Comme ça, je peux utiliser séparément ces deux propositions-là. Du coup, et justement, j'ai bien cette majoration-là qui est valeur absolue de f de x moins L plus g de x moins L', qui sera plus grand que ça. Pourquoi? Ça, c'est justement un résultat direct de l'inégalité triangulaire. Je vais ouvrir une parenthèse pour faire un rappel pour ceux qui auraient oublié ou bien ceux qui ne connaissent pas l'inégalité triangulaire. Rappel. On a toujours pour A et B des réels. Valeur absolue de A plus B inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Bon, pour démontrer ça, c'est simple. Il suffit d'élever au carré les deux côtés puisque on a deux quantités positives. Donc il suffit de comparer leurs carrés. Et là à gauche, on aura 2 fois A fois B. Et à droite, on aura 2 fois la valeur absolue de A fois B. Et c'est tous que la valeur absolue d'un nombre est toujours plus grande que le nombre en lui-même. C'était juste une parenthèse pour rappeler l'inégalité triangulaire qui est un résultat très important pour démontrer ce genre de propriétés en utilisant la définition. Du coup, il faut toujours l'avoir en tête. Donc là, je continue. Et là, je vais faire une manip très très importante. Parce que ici, je viens de séparer les deux valeurs absolues et ils sont majorés par
epsilon. Maintenant, on va s'attarder sur l'epsilon ici dans la définition de la limite, car on a ici quel que soit epsilon positif. Donc, ce résultat-là, il est vrai pour n'importe quelle quantité positive. Et la question qu'il faut se demander ici, c'est est-ce que cette proposition dépend de ce epsilon-là? Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ce résultat-là est vrai pour n'importe quelle quantité positive. Du coup, vous pouvez remplacer pour epsilon par n'importe quoi, bah, ça restera vrai. Il suffit que ça soit strictement supérieur ou égal à 0. Strictement supérieur à 0, pardon. Donc ici, je vais mettre epsilon sur 2. Et ça reste vrai d'ailleurs. Et là, vous allez voir que si je prends delta, maintenant on va voir delta. Si je prends delta comme étant le plus petit d'entre delta 1 et delta 2, et bien ces deux résultats-là, ces deux propositions-là, ils seront vérifiés. Et c'est ce que je cherche en fait. Je cherche à ce que ça et ça soient tous les deux vrais pour que je puisse établir ce résultat que je souhaite démontrer. Et donc là, si je prends soit epsilon positif, il suffit de prendre delta comme étant le min entre delta 1 et delta 2. Et là, j'aurai valeur absolue de x moins x0 inférieur à ou égal à delta et donc ces deux trucs là, bah, c'est vrai. Du coup, cette quantité là sera majorée par epsilon sur 2 et celle-là par epsilon sur 2. Du coup, je vais sommer en quelque sorte ces deux inégalités et j'aurai f de x moins L plus valeur absolue de g de x moins L' inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Ça, c'est égal à... c'est plutôt... ça majore en fait la valeur absolue de f de x moins L plus g de x moins L prime. C'est ce qu'on a justifié tout à l'heure. Et donc ça, c'est égal à f de x plus g de x moins L plus L prime, qui est inférieur à epsilon. C'est justement ce qu'on voulait démontrer. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, enfin quelque chose dont le raisonnement sera un petit peu plus différent que les deux qu'on a fait tout à l'heure et qui va demander un tout petit peu plus de réflexion. Bon, pour cela j'ai choisi comme propriété. D'ailleurs, j'aurais pu bien évidemment mettre ici le produit de deux limites ou bien la limite d'une fonction polynomiale, mais j'ai préféré laisser ça pour une deuxième partie. Comme ça, on va diversifier un petit peu les exemples dans une même vidéo. Comme ça, on verra trois exemples différents les uns des autres. Et notamment aussi pour aller
petit à petit en termes de difficulté. Voilà. Donc, troisièmement, j'ai choisi pour cela l'unicité de la limite. Et là, ça paraît un petit peu banal comme propriété, mais très peu de personnes savent comment le démontrer. Du moins, très peu connaissent la méthode pour aboutir à cette preuve. On va dire que si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, alors L est unique. Et donc, supposons par l'absurde, bien évidemment, le premier réflexe qu'il faut avoir ici, c'est de supposer qu'il existe deux limites, L et L', et de démontrer que ces deux limites-là sont confondues, c'est-à-dire L est égal à L'. C'est le premier réflexe qu'il faut avoir dans ce genre de situation. Et ça ne va pas juste pour les... Ce n'est pas juste le cas pour les limites, ça va de même pour n'importe quel genre de situation semblable à celle-ci. Supposons que limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, et que limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L'. On va, comme pour tout à l'heure, traduire ça en termes de définition de la limite. Quel que soit epsilon positif, il existe delta 1. Bien sûr, ceux qui ont suivi tout à l'heure avec moi, ils savent pourquoi j'ai mis delta 1. Valeur absolue de x moins x0 inférieur ou égal à delta 1 implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieur ou égal à epsilon. De même ici, quel que soit epsilon positif, il existe delta 2 strictement supérieur à 0, tel que quel que soit x dans un voisinage de x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta 2 implique que la valeur absolue de f de x moins L' inférieur ou égal à epsilon. Et là, faudra réfléchir ici à comment montrer que L est égal à L'. Je vais essayer ici de calculer en fait la valeur absolue de L moins L' et de montrer qu'elle est nulle. Parce qu'ici, si je calcule la valeur absolue de L moins L', je pourrais retrancher f de x et rajouter f de x, dans le but de tomber sur valeur absolue de f de x moins L et valeur absolue de f de x moins L'. Et là, comme pour tout à l'heure encore, je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Et j'aurai f de x moins L plus f de x moins L'. Bon, le moins ici ne va pas influencer, puisque si je factorise ici par un moins et que je mets la valeur absolue, ben le moins il va se simplifier tout simplement avec la valeur absolue. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et vous l'aurez même remarqué ici que plusieurs d'entre ces astuces-là et ces trucs et astuces que nous allons utiliser dans ce genre de démonstration vont se répéter à chaque fois. Et qu'à force de vous entraîner sur ce genre de preuves, vous allez voir que vous allez construire une intuition de plus en plus forte pour démontrer des résultats
de plus en plus difficile. Parce que en fait, on a les mêmes trucs et astuces qui se répètent à chaque fois. Donc, et ici, de même, on va prendre delta comme étant le min d'entre delta 1 et delta 2. Pourquoi? Pour que ces deux propositions-là soient vraies en même temps. Donc là, prenons delta est égal à le min entre delta 1 et delta 2. Donc là, j'aurai ces deux trucs-là qui seront vérifiés en même temps. Et du coup, la valeur absolue de f de x.l sera majorée par epsilon, et de même pour la valeur absolue de f de x moins l' qui sera majorée par epsilon. Et du coup, j'aurai que L moins L' est majoré par epsilon plus epsilon, qui est égal à 2 epsilon. Et je vais faire encore une petite manip, puisque ici j'ai quel que soit epsilon positif, donc je peux attribuer à epsilon n'importe quelle valeur positive. Et pour montrer que L moins L' est égal à 0, je vais essayer de donner à epsilon une valeur pour que cette égalité-là soit fausse. Et qu'elle ne soit vérifiée que dans le cas si L moins L' est nul. Donc, si je prends ici, pour epsilon est égal à L moins, valeur absolue de L moins L' sur 3. Et bien, qu'est-ce que j'aurai là en remplaçant? J'aurai que la valeur absolue de L moins L' est inférieure ou égale à 2 sur 3 fois la valeur absolue de L moins L'. Maintenant, supposons que L moins L' est différent de 0. Je peux simplifier ici des deux côtés. J'ai une quantité qui est strictement positive. Je vais simplifier des deux côtés. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que 1 est inférieur ou égal à 2 sur 3, ce qui est bien évidemment absurde. Et donc, cela n'est vrai que si et seulement si L est égal à L'. Et c'est ce qu'on cherchait en fait à démontrer. C'était la fin de la vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une deuxième partie. Entre-temps, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à toutes.